Je m'appelle Clara Bennett, j'ai 33 ans et je suis graphiste. J'ai appris à garder mon sang-froid lors des repas de famille qui ressemblent davantage à des salles de réunion. Je suis revenue à Sedona pour les 27 ans de mariage de mon père, une fête à laquelle je n'avais aucune envie d'assister, mais que je ne pouvais éviter. La maison était la même. Lumière tamisée, silence feutré et sourire forcé. Ma belle-mère est née en Espagne. Elle portait son accent comme un bijou, passant à l'espagnol dès qu'elle souhaitait un monde à part. Au fil des ans, ce monde m'a toujours été exclu. Le dîner a commencé par des rires polis et le doux cliquetis des verres. Ma petite sœur s'est penchée vers sa mère, sa voix douce et presque affectueuse. Puis elle a dit en espagnol, d'une voix claire et assurée. Elle parle beaucoup, mais elle ne fait rien. Mon père a ri doucement. Ma belle-mère a hoché la tête discrètement. Ils pensaient que leur langage secret me tenait encore à l'écart. Ils se trompaient. Je n'ai pas bronché. Ma main est restée immobile sur le verre. Mon instinct me criait de prendre la parole, mais je me suis contenté de sourire. Ce genre de sourire qui dissimule à la fois fureur et puissance. Des années à être sous-estimé m'avaient appris une chose. Le silence peut blesser plus profondément que les mots. Ce soir-là, j'ai décidé de ne plus laisser leurs murmures me définir. Ils ignoraient que j'avais compris chaque mot et ce que ce silence leur coûterait finalement. Ils ignoraient que je parlais couramment espagnol, alors je leur ai donné une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Avant de commencer, dites-moi quelle heure il est chez vous et dans quelle ville vous vous trouvez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Le lendemain matin, le silence était pesant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Chaque famille a sa hiérarchie. La nôtre s'est construite le jour du remariage de mon père. J'avais 6 ans quand mon père, Victor, a épousé Elena Nena, celle qui allait devenir ma belle-mère. Je me souviens des falaises rouges de Sedona, de sa robe de soie pâle et de la façon dont elle prononçait le nom de mon père, comme une douce mélodie. Tout le monde disait qu'elle était exactement ce dont Victor avait besoin. Je ne comprenais pas. Quelques mois plus tard, Elena était enceinte. La joie de mon père emplissait la maison, et soudain, je n'étais plus le centre de l'attention. Il peignit la chambre de bébé en jaune tendre, arborant un sourire plus large que je ne l'avais jamais vu. À la naissance de ma demi-sœur, Marina, la famille espagnole d'Elena envahit la maison. L'air embaumait la pieuvre et le jasmin. Je ne comprenais pas leur langue, mais suffisamment pour me sentir exclu. Ils souriaient poliment, puis passaient à l'espagnol et riaient. Mon père faisait semblant de ne rien entendre. Grandir dans cette maison, c'était comme vivre entre deux mondes, l'anglais et l'espagnol. Au petit déjeuner, je parlais de l'école, mais Elena répondait à mon père en espagnol, ces mots m'excluant de la conversation. Il hochait la tête en anglais et me jetait un coup d'œil, comme s'il espérait que je ne le remarque pas. Mais je le voyais. Marina devint le centre de tout. Elena l'adorait, et mon père suivit son exemple. On l'appelait « notre rayon de soleil », et j'appris que chaque compliment qu'on lui adressait impliquait une comparaison tacite avec moi. J'étais la calme, l'indépendante. Des mots qui semblaient bienveillants, mais qui signifiaient en réalité une distance. La gentillesse d'Elena avait un côté sombre. Elle complimentait mes dessins, puis me suggérait de me tourner vers quelque chose de plus concret. Elle disait admirer mon indépendance, ce qui signifiait en réalité que j'étais livré à moi-même. Mon père ne la contredisait jamais. Il souriait, lui prenait la main et changeait de sujet. Je croyais que c'était de l'amour. Maintenant, je sais que c'était de l'évitement. À l'adolescence, je comprenais la géographie du silence dans cette maison. Quand Victor rentrait fatigué, Elena passait à l'espagnol avant même de demander de l'argent. Quand elle était en colère, sa voix se muait en un murmure étouffé derrière les portes closes. Quand des proches appelaient, elle sortait dans le jardin et parlait d'un ton rapide et posé. Je ne comprenais pas les mots, mais je savais qu'ils véhiculaient des décisions que je n'étais pas censé entendre. Mon père atténuait le problème par des excuses. « Tu sais comment est ta belle-mère quand elle est stressée » disait-il. J'ai arrêté de lui demander de traduire. À chaque fois, il soupirait. Ce n'est pas important. Pourtant, d'une certaine manière, tout ce qui n'avait pas d'importance a façonné ma vie. Marina, elle, n'avait jamais besoin de demander. Elle passait d'une langue à l'autre avec une aisance déconcertante, maîtrisant aussi bien le privilège que l'approbation. À 10 ans, elle imitait l'élégance et l'arrogance discrète d'Elena. Quand des invités arrivaient, elle s'asseyait près de notre père, traduisant pour lui avec un sourire parfait qui disait « Je suis à ma place ». Je m'asseyais en face, faisant semblant que cela ne me dérangeait pas. Un jour, à 16 ans, j'ai surpris Elena dire à Marina sur la terrasse « Tu dois toujours être meilleure qu'elle. On se souvient de celle qui gagne ». Marina a ri doucement, et j'ai compris que j'étais élevée comme une comparaison, et non comme une fille. Mon père ne s'en est jamais rendu compte. Il vivait au gré des humeurs d'Elena, confondant paix et amour. « Ta belle-mère est bien intentionnée », disait-il,
Toi et Marina, vous vous rapprocherez un jour. Mais chez nous, l'amour avait des conditions, la fluidité, l'obéissance et le silence. Quand je suis partie à l'université, Elena m'a serré dans ses bras pour la première fois. Tu es une fille si forte, m'a-t-elle dit. N'oublie pas d'écrire à ton père. Pas à nous, à lui. Je pensais que la distance arrangerait les choses. Ce ne fut pas le cas. Les fêtes étaient toujours les mêmes. La même table, les mêmes deux langues, les mêmes rôles. Elena et Marina discutaient. Victor souriait. Je faisais semblant d'être à ma place. Un Noël, Marina Fayette mon carnet de croquis et rit. Tu dessines encore? Papa dit que tu aurais pu intégrer son entreprise si tu avais été sérieuse. Je ne répondis rien. Elena sourit en sirotant son vin. Elle est créative, ma chérie, mais tout le monde n'est pas fait pour les affaires. Cette fois, elle le dit en anglais pour être sûre que je comprenne. Je me souviens avoir trouvé cela ironique. La femme qui parlait deux langues s'en servait pour me rappeler de quel côté j'étais. Leur rire s'arrêtait toujours quand j'entrais dans la pièce. Marina me lançait un regard amusé, comme pour dire « Tu ne comprends rien à ce monde ». Et elle avait raison. Je n'étais pas censé le comprendre. Des années plus tard, quand j'ai ouvert mon propre cabinet de design, mon père m'a félicité avec une surprise polie. « C'est formidable, Clara. » Il a dit « Tu as toujours été indépendante. » Il l'a dit comme on le fait quand on ne s'y attend pas. Marina m'a envoyé un message. « Je suis fière de toi, Clara. » Pas de ponctuation, pas de chaleur. Elena ne dit absolument rien. C'était notre affection familiale, une vérité mesurée. Une reconnaissance diluée et différée. Nous vivions à moitié louanges, moitié acceptation, moitié amour. Et d'une manière ou d'une autre, je survivais dans ces moitiés. Rétrospectivement, je comprends que le silence n'était pas de la soumission. C'était de la rébellion. Chaque fois que je me taisais, chaque fois que je restais immobile, je refusais de jouer leur jeu. Ils me croyaient obéissante. Ils prenaient la patience pour de la faiblesse. Mais dans une maison divisée par les langues, le silence devint ma traduction. J'appris à me taire, non par accord, mais parce que le silence était plus sûr. Le lendemain soir, la maison embaumait le romarin et les secrets. Des bougies ornaient le comptoir. Un doux jazz flottait dans la cuisine, et le cliquetis des verres résonnait sur le marbre. Elena dirigeait tout avec sa précision habituelle, chaque geste élégant et calculé. Je me tenais près de la fenêtre, faisant semblant de consulter mon téléphone pendant qu'elle et Marina arrangeaient des fleurs sur la table à manger. Leur voix, basse et régulière, portait en espagnol ce mur de son familier que je n'étais pas censé comprendre. Et le nana dit doucement en espagnol « Il faut ajuster le compte de la fondation familiale ». Marina acquiesça en glissant une feuille pliée dans la main de sa mère. Puis vinrent les mots qui me serrèrent la poitrine. « Ton père n'a pas besoin d'être au courant pour ce compte. » Je me figeai. La phrase était douce, désinvolte, mais elle me frappa comme une gifle. Je restai légèrement immobile, faisant mine de consulter mon téléphone, mon reflet captant leurs mouvements dans la vitre. La fondation familiale était censée être la fierté de mon père, un symbole de transparence, l'héritage qu'il voulait laisser. Mais entendre ces mots, n'a pas besoin d'être au courant, lui donnait une connotation plus sombre, plus cachée. Je posai mon téléphone sur le comptoir, la caméra inclinée juste comme il faut, et j'enregistrai. Marina laissa échapper un petit rire. Clara veut juste attirer l'attention, comme sa mère. Sa voix était empreinte de moquerie, à la fois douce et cruelle. Elena any la corgia pas. Elle répondit simplement, toujours en espagnol. Ne le dis pas trop fort. Elles rirent toutes les deux. Un rire qui n'était pas un rire spontané, mais un rire machinal. Ma gorgeassi Sarah. Pendant des années, j'avais ignoré les chuchotements qui cessaient dès que j'entrais dans la pièce. Mais cette phrase, celle concernant ma mère, m'a blessé plus profondément que tout ce que j'avais jamais entendu. Que voulait dire Marina? Qu'avait donc fait ma mère pour mériter leur mépris? Cette fois, j'ai délibérément appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Ma main tremblait légèrement, mais ma voix est restée calme. Elle continuait de parler des signatures et du calendrier des transactions. Le ton d'Elena était assuré, confiant. Marina s'appuya contre le comptoir en sirotant son vin. « Papa te fait entièrement confiance, dit-elle. Il signerait n'importe quoi si tu souriais d'abord. » Elena sourit légèrement. C'est ce qui facilite les choses. J'avais envie d'entrer et d'exiger la vérité. Mais l'expérience m'avait appris la retenue, que le silence pouvait être plus cinglant que les cris. Alors, je suis resté immobile, à écouter. Chaque mot confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. La vérité de cette famille était quelque chose qui se négociait dans un autre langage. Lorsqu'elles se sont dirigées vers le garde-manger, je me suis éclipsé discrètement, emportant mon téléphone. Dans ma chambre, à l'étage,
J'ai réécouté l'enregistrement. Leurs paroles résonnèrent clairement. Ton père n'a pas besoin de savoir. Clara veut juste de l'attention, comme sa mère. Assise au bord du lit, chaque syllabe résonnait plus forte encore. La deuxième fois, je pensais à ma mère, Renée, celle qui était partie quand j'avais 5 ans. On m'avait dit qu'elle ne supportait pas le monde de mon père, qu'elle préférait la liberté à la famille. Et si ce n'était pas la vérité? Et si elle n'était pas partie? Et si on l'avait rejetée? Le souvenir de son départ me revint en mémoire, son adieu silencieux, sa valise près de la porte, son unique regard en arrière. À l'époque, je pensais qu'elle nous fuyait. Maintenant, je me demandais si elle fuyait eux. Je fis défiler mes contacts jusqu'à trouver son numéro, celui que je n'avais pas composé depuis des années. La dernière fois que nous avions parlé, c'était il y a 2 anniversaires. Elle m'avait envoyé un court message. « J'espère que tu vas bien. » Je n'avais jamais répondu. Mon pouce hésita un instant au-dessus de son nom avant que j'appuie sur le bouton d'appel. La ligne sonna 3 fois, puis une voix, douce, prudente, familière. « Clara. »« Salut maman, » dis-je doucement. « Ça fait longtemps. » Un silence. « Ça va ?» J'hésitais. « Pas vraiment. » J'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. Elle inspira brusquement. « Tu es à la maison ?» ?»« Oui, » dis-je. Il parlait de papa, de la fondation et de toi. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, comme l'air avant l'orage. Quand elle reprit la parole, son ton avait changé. « Clara, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que je ne pouvais pas te dire avant. »« Comment ça, je ne peux pas te le dire au téléphone. Retrouve-moi demain, s'il te plaît. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle portait une sorte d'urgence que je ne lui avais jamais entendue. Je voulais en savoir plus, mais elle raccrocha avant que je puisse le faire. Je restai assise là longtemps, fixant le voyant clignotant de mon téléphone, l'enregistrement toujours en cours, la vidéo toujours diffusée. En bas, j'entendais de nouveau le rire d'Elena, la voix de Marina se mêlant à la sienne dans ce rythme. Mélodieux et harmonieux. Elle préparait le dîner d'anniversaire du lendemain soir comme si de rien n'était. J'imaginais mon père en bas, souriant, insouciant. Cette pensée fit naître en moi une détermination farouche, non pas de la colère, mais de la résolution. Pour la première fois, je n'étais plus seulement celle qui se taisait. Je n'étais plus l'étrangère qui écoutait à huis clos. J'étais le témoin. J'ai sauvegardé l'enregistrement, je l'ai intitulé « Fondement ». Puis j'ai ouvert ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Quel que soit le secret que ma mère avait gardé, quel que soit le secret qu'Elena cachait demain, j'allais le découvrir. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, la maison silencieuse autour de moi. Chaque tic-tac de l'horloge me semblait un compte à rebours, non pas vers une nouvelle dispute, mais vers une révélation. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de ce que j'allais entendre. Il m'a fallu une nuit entière pour me décider à rencontrer cette femme qui avait tout abandonné, moi y compris. Le lendemain matin, j'ai pris la route vers le nord, direction Chicago, mon téléphone en mode silencieux, mes pensées plus bruyantes que le moteur. L'autoroute défilait en longs rubans gris, et à chaque kilomètre, les questions que j'avais enfouies depuis des années refaisaient surface. Pourquoi était-elle partie? Pourquoi n'avait-elle pas lutté davantage? Et qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas me dire au téléphone? Quand j'arrivai en ville, René m'attendait déjà à un petit café près de la rivière. L'endroit semblait inchangé depuis mon enfance. Des murs de briques, de vieilles photos, l'odeur du café torréfié et de la pluie. Elle se leva en me voyant, les mains tremblantes avant de les glisser dans les poches de son manteau. « Clara » dit-elle doucement, comme si le nom lui-même risquait de se briser. « Tu es venue. Tu me l'as demandé. » J'ajoutai d'une voix égale. « Tu as dit qu'il y avait quelque chose que je devais savoir. » Nous nous assîmes face à face. Le silence entre nous était plus lourd que le bruit de la circulation. Finalement, elle prit la parole. « Quoi? Tu as surpris une conversation entre Elena et la Fondation. Ce n'est pas nouveau. C'est la suite. » Elle marqua une pause, le regard baissé sur sa tasse. « Avant mon divorce avec ton père, j'ai découvert des transferts financiers qui n'auraient jamais dû exister. L'argent a été transféré de la société de Victor vers un compte au nom d'Elena. À l'époque, j'ai cru à une simple erreur de comptabilité. Mais quand j'ai posé des questions, elle a paniqué. Paniqué au point de m'accuser de vol, dit René d'une voix douce. Puis elle a convaincu ton père que j'essayais de ruiner son entreprise. Un mois plus tard, j'étais parti et Elena dirigeait la fondation. J'ai eu la nausée. Tu as essayé de la démasquer. J'ai essayé, répondit-elle avec amertume. Mais les avocats qu'elle a engagés étaient meilleurs. Je n'avais pas accès au dossier de l'entreprise et ton père a cru tout ce qu'elle disait. La seule chose que j'ai réussi à conserver, c'est ceci. Elle sortit de son sac une enveloppe épaisse et jaunie par le temps.
À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un contrat, tamponné des sceaux de l'entreprise et portant une signature que j'ai immédiatement reconnue, celle de mon père. Ce document atteste d'un virement vers un compte privé à l'étranger. La signature du témoin était celle d'un employé de banque qu'Elena connaissait personnellement. J'ai caressé le papier du bout des doigts. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que tu avais 5 ans, répondit-elle. Et plus tard, parce que je ne voulais pas que tu détestes ton père comme je l'ai fait. Sa voix se brisa, mais elle la maîtrisa. Il n'était pas cruel, Clara. Just a Vogel. Et j'étais lasse de me battre contre quelqu'un qui refusait de voir. Je la regardais. Vraiment. Les rides autour de ses yeux n'étaient pas seulement dues à l'âge, mais aussi à l'épuisement, celui qui vient d'années passées à être mis en doute. Alors, tu es parti pour te protéger. Elle hocha lentement la tête, et peut-être aussi pour te protéger. Elena voulait tout contrôler, et je savais qu'elle se servirait de toi contre moi si je restais. Jack Spry. Elle l'a fait de toute façon. Renee esquissa un sourire, un triste reconnaissance. Je sais. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. La pluie dehors redoubla d'intensité, ruisselant sur la vitre comme de l'encre. Finalement, elle se pencha en avant. Tu n'es pas en sécurité si tu l'affrontes directement. Elena est intelligent, et Marina est pire. La manipulation est sa langue maternelle. Il te faudra des preuves, plus que des mots. J'ai déjà des preuves, dis-je en brandissant mon téléphone, un enregistrement. Elles ont parlé de cacher le compte à papa. Renée cligna des yeux, stupéfaite. Alors tu as déjà une longueur d'avance sur moi. Peut-être, ai-je dit, mais je dois faire en sorte que ça compte. J'ai glissé le contrat soigneusement dans mon sac. Je ne vais pas les détruire par la colère. Je vais laisser leurs propres actions s'en charger. Le regard de Renée s'adoucit. C'est ce que je n'ai jamais réussi à faire. J'ai tout perdu parce que j'ai laissé la fureur l'emporter sur la raison. J'ai esquissé un sourire. Alors je ferai autrement. Elle tendit la main par-dessus la table et me toucha la mienne. Face attention, Clara. Ils ne se laisseront pas faire, surtout elle. Je lui serrai doucement la main. Moi non plus. Nous sommes restés encore 1 heure à parler, moins comme une mère et sa fille que comme 2 survivantes comparant leurs cicatrices. Elle me donnait des noms, des comptables, d'anciens associés, des gens qui avaient discrètement quitté l'entreprise de Victor après la prise de contrôle par Elena. Chaque nom était un fil de plus qui ouvrait une nouvelle brèche dans les fondations. Au moment de partir, la pluie avait cessé. Dehors, la ville sentait l'asphalte et les nouveaux départs. Renee Batana Sun. Manteau, les yeux brillants dans la lumière grise. Quand tu verras ton père, dit-elle, souviens-toi, ce n'est pas l'ennemi. C'est notre angle mort. J'acquiesçai, enfouissant cette vérité au plus profond de moi. Merci, murmurai-je, de ne pas avoir détruit le dernier morceau de l'histoire. Elle sourit légèrement. Promets-moi juste une chose, ne laisse pas leurs mensonges te faire les apprécier. Je ne le ferai pas, dis-je. Je ne suis pas là pour devenir comme eux. Je suis là pour en finir. Sur le chemin du retour vers Sedona, ce soir-là, les lumières de la ville s'estompaient dans le rétroviseur. Sur le siège passager, l'enveloppe bruissait doucement comme un battement de cœur. Chaque mot, chaque signature, chaque mensonge, tout prenait enfin tout son sens. Ils avaient bâti leur confort sur les secrets et le silence. J'allais tout détruire. La perfection a un son, le tintement des verres juste avant que tout ne se brise. Le manoir de Sedona scintillait ce soir-là, avec ses sols en marbre et ses rires dorés. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes silencieux, alliant champagne et charme. Les invités remplissaient chaque recoin. D'anciens associés de mon père, ma famille, mes amis, et ces personnes au sourire si large qu'il était impossible à photographier. Elena flottait dans la salle telle une reine en exil, rayonnante dans sa soie émeraude. Marina, son portrait craché dans une silhouette plus jeune, filait entre les convives, rappelant à tous qu'elle avait organisé cette soirée en l'honneur de l'unité familiale. Je restais au fond, observatrice silencieuse en uniforme bleu marine. Mon expression était si calme qu'on aurait pu la prendre pour de la sérénité. Caleb Moore, mon ami de longue date et associé, se tenait près de la cabine de son, faisant semblant de vérifier les câbles tandis que son ordinateur portable ronronnait discrètement à côté du mien. Prêt, chuchota-t-il dans son oreillette. Attends son signal, murmurai-je. Le timing est crucial. À 20 heures précises, Marina tapota le micro, sa voix pétillante d'une joie maîtrisée. Merci à tous d'être venus. Ce soir, nous célébrons non seulement les réussites de mon père, mais aussi les liens qui unissent notre famille. Des applaudissements polis, chaleureux et totalement immérités suivirent. Mon père, Victor, lui sourit depuis le premier rang, inconscient de l'ironie de la situation. Marina désigna alors l'écran géant derrière elle. Nous avons préparé quelque chose de spécial,
Une vidéo hommage à l'incroyable parcours de nos parents, Elena et Victor Bennett. Les lumières s'atténuèrent. Une douce musique de piano commença. Des images défilèrent, mon père serrant des mains lors d'événements professionnels, Elena coupant des rubans lors d'inauguration caritative, Marina et moi enfants, vêtus de robes assorties, même si je savais que la mienne avait toujours été empruntée. Des rires parcoururent l'assistance tandis que des photos de vacances en famille, parfaitement retouchées, donnaient l'illusion d'un bonheur parfait. Je jetai un coup d'œil à Caleb. Il comprit mon geste. 3 clics plus tard, la vidéo se figea sur le visage souriant d'Elena, puis vacilla. La diapositive suivante apparut, non pas une photo, mais un relevé de transfert de fonds de la fondation familiale scanné. Le silence se fit dans la salle. Une autre page suivit, affichant des transactions bancaires surlignées en rouge. Les mots « transférés par Elena Alvarez » brillaient en haut de la page. Un murmure parcourut la salle. Quelqu'un eut un hoquet de surprise. « Est-ce que ça fait partie du tribut ?» chuchota une femme près de l'avant. Le visage de Marina se décomposa. « Éteignez ça !» siffla-t-elle en se précipitant vers l'ordinateur portable, mais Caleb avait verrouillé la connexion. Elena resta immobile, le visage blême, tandis que l'écran défilait page après page. Signature de compte, solde retracé jusqu'à des avoirs privés à l'étranger. Mon père se leva à moitié de sa chaise. « Elena, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix tremblait plus d'incrédulité que de colère. Marina se jeta sur le projecteur, mais la foule réagissait déjà avec un mélange de confusion, de choc et de jugement à peine voilé. Je m'avançai. Mes talons claquèrent sur le marbre, résonnant plus fort que tous les applaudissements du monde. « Vous avez dit, je parle beaucoup, mais je ne fais rien, dis-je d'un ton égal, les yeux fixés sur Elena. Peut-être que le silence était ma façon de vous regarder vous détruire. Quelques invités se tournèrent vers moi, hésitant entre partir et écouter. Je poursuivis, calme mais inflexible. Ces fondations que vous avez bâties, celles que vous avez exhibées. En guise de preuve de générosité, une coquille vide. Chaque don, chaque discours sur la compassion, tout cela financé par ce que vous avez pris à cette famille. » Les lèvres d'Elena s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le regard de Marina oscillait entre sa mère et l'écran, prisonnière du reflet de sa propre chute. « Clara !» commença doucement mon père, mais je le coupai d'un regard silencieux. « Tu m'as toujours dit que la vérité a un prix, dis-je. Je suis juste là pour récupérer le reçu. » La dernière diapositive apparut, un document de virement horodaté portant les initiales d'Elena et de Marina. Des murmures d'étonnement fusèrent à nouveau, suivis d'un silence pesant. Je pris mon verre d'eau et levai légèrement le doigt vers Elena. « À la perfection, dis-je. Puissions-nous tous apprendre ce que cela fait vraiment quand ça se brise. » Caleb arrêta la projection. Les lumières se rallumèrent lentement, révélant des visages pâles et incertains. Une journaliste d'un magazine caritatif murmura quelque chose dans son téléphone. Quelque part au fond de la salle, quelqu'un se mit à applaudir d'un rythme lent et hébété, puis s'arrêta, réalisant que ce n'était pas le genre d'applaudissements attendus. Elena finit par parler d'une voix faible. « Vous ne comprenez pas. »« Non, dis-je. Pour une fois, tout le monde comprend. » Elle me regarda, puis mon père, et je vis une lueur dans son regard. Non pas de la culpabilité, mais de la peur. Celle qui vous saisit quand le scénario que vous avez écrit pour les autres se retourne enfin contre vous. Je me retournai et me dirigeai vers la sortie, Caleb sur mes talons. Derrière nous, le tintement des verres reprit, non pas une célébration cette fois, mais le fragile écho d'un héritage qui se brise sous nos yeux. Le lendemain matin, le manoir de Sedona ressemblait à un musée des conséquences. Des journalistes campaient devant les grilles. Le téléphone sonna sans cesse. À midi, 2 des associés de mon père avaient quitté le conseil d'administration. Les mécènes de l'association caritative suspendirent discrètement leur engagement. L'histoire se répandit plus vite que quiconque ne pouvait la contrôler. La fondation familiale faisait l'objet d'une enquête pour fraude. À l'intérieur, l'air était imprégné d'une odeur de parfum brûlé et de panique. Elena s'était enfermée dans sa chambre, celle-là même où elle répétait autrefois ses sourires de façade. Marina était assise au piano, tapant au hasard sur les touches comme une enfant cherchant la note qui ferait remonter le temps. Je les observais, invisibles, depuis l'embrasure de la porte. Pendant des années, elles avaient empli cette maison de bruit, de rires, de commérages, de petits mensonges, et maintenant, le silence régnait enfin. Mon père était dans son bureau, la tête entre les mains. C'était la première fois que je le voyais si petit. Quand je suis entré, il n'a pas levé les yeux tout de suite. « Tout est vrai, n'est-ce pas ?» a-t-il fini par demander. Sa voix était comme celle d'un être qui s'effondre. « Oui », ai-je répondu. « Je n'ai rien inventé. » Il a hoché la tête lentement, comme si la confirmation était moins douloureuse que le silence qui a suivi.
Marina a dit. Tu as tout planifié, tu voulais te venger. J'ai pris une profonde inspiration. Je voulais la vérité. Ce qui allait suivre leur appartiendrait. Il a soupiré, fixant une photo sur son bureau. Lui, Elena et moi, prises des années auparavant dans une entreprise. Kayla, ta mère m'avait prévenu, dit-il doucement. Pas à propos d'Elena, à propos de moi. Elle disait que mon besoin de maintenir la paix finirait par la détruire. Je ne répondis pas. Ces paroles avaient déjà accompli leur prophétie. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-il. Rien, dis-je simplement. J'en ai assez de réparer ce que je n'ai pas cassé. La conversation s'arrêta là. Il ne m'arrêta pas quand je me tournai vers la porte. Dehors, la chaleur du désert s'abattait sur les vitres comme une phrase tue. J'ai passé devant la fontaine. Les marches de marbre étaient les fantômes de tous ces dîners où l'on m'avait enjoint de sourire. Arrivé à l'allée, j'entendis la voix de Marina derrière moi, aiguë, désespérée. Tu te prends pour un héros? Tu viens de nous ruiner. Je me retournai. Non, j'ai dit que tu l'avais fait toi-même. J'ai juste allumé les phares. Puis je montai dans la voiture et pris la route. La route qui sortait de Sedona traversait un désert couleur or rouillé. Le vent soulevait des nuages de poussière sur le capot. La radio diffusait une vieille musique faible et le ciel s'étendait à perte de vue, assez vaste pour engloutir tous mes souvenirs. Mon téléphone vibra 2 fois, le nom de mon père s'affichait à l'écran. Je le laissai sonner. Puis j'ouvris mon répertoire, trouvai son numéro et appuyai sur supprimer. Aucune colère, juste le doux clic de la fin. Les mots de Renée me revinrent en mémoire. Certaines racines ne méritent pas d'être sauvées. Elle avait raison. La famille, ce n'était pas qui avait planté l'arbre, mais qui l'avait arrosé lors des orages. J'avais passé des années à espérer que les Bennett se souviennent que je faisais partie de leur terre. Ce soir, j'acceptais d'avoir grandi ailleurs. Les lumières de la ville s'estampèrent derrière moi. Le désert s'ouvrit comme un chapitre inédit. Au-dessus de tout cela, la lune se levait, d'un rouge profond, presque marqué. Je me garai, sortis et m'appuyai contre la voiture. L'air sentait le fer et les fins. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentis pas le besoin de parler pour me défendre ou prouver quoi que ce soit. La vérité avait fait son œuvre, et la paix avait enfin retrouvé son sens du silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où tout avait basculé. Phoenix était plus chaleureuse, plus bruyante et plus vivante que Sedona ne l'avait jamais été. Mon nouveau studio de design se trouvait au coin d'une rue tranquille où le soleil inondait la pièce chaque matin. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « Bennett & Moore, studio de création ». Une idée de Caleb, pas la mienne. Il disait que ça sonnait juste. 2 noms, l'un ancré dans l'histoire, l'autre choisi. Nous avons commencé par de petits projets locaux, le logo d'un café, la rénovation d'une boutique. Mais c'était suffisant. Suffisant pour me réveiller sans appréhension. Suffisant pour construire quelque chose qui m'appartienne vraiment. Caleb gérait ses clients avec le même calme que lors de notre soirée à Sedona. On dirait que tu respires enfin, me dit-il un après-midi, tandis que j'ajustais des maquettes sur l'écran. Le silence me va bien, je suppose, répondis-je. Il sourit. Le silence te sied à merveille, mais n'en fais pas ton seul langage. Il avait peut-être raison. Pendant des années, le silence avait été mon armure. Désormais, il se transformait en autre chose, un espace pour créer, et non plus pour se cacher. Les nouvelles de Sedona me parvenaient encore de temps en temps, généralement à travers des titres que je n'ouvrais pas. Elena avait été inculpée pour fraude. Le procès était en cours. Marina avait perdu son emploi à la banque et, d'après les rumeurs, elle avait pris un congé pour des raisons personnelles. Mon père vivait toujours dans la maison, même s'il avait vendu une partie de la propriété pour payer les frais d'avocat. Je me demandais s'il arpentait encore ces couloirs résonnants la nuit, à la recherche d'un son qui ait un sens. Mais se demander ne signifiait pas être en manque. J'avais appris la différence. Un matin, une lettre arriva au studio, non pas de leur part, mais d'un nouveau client. Une petite boulangerie familiale souhaitait une refonte complète de son image. Le propriétaire écrivait « Nous vous avons choisi parce que votre travail respire l'authenticité ». Je fixai cette phrase longuement. Authentique. Ce mot avait autrefois un côté brutal chez moi. Maintenant, il était synonyme de foyer. Plus tard dans la semaine, Renée prit l'avion de Chicago pour me rendre visite. Elle entra au studio avec son doux sourire et sa force tranquille, portant 2 sandwichs de mon épicerie préférée dont elle se souvenait. Nous n'avons pas parlé de Sedona ni du passé. Ce n'était pas nécessaire. Pendant le déjeuner, elle a parcouru du regard les murs de l'atelier couvert de croquis et d'échantillons. « Tu as créé ça à partir de rien », a-t-elle dit. « Non », ai-je répondu. « Je l'ai créé à partir du silence. » Nous avons ri toutes les deux d'un rire franc,
pas de ce rire forcé auquel j'avais été habitué. Cet après-midi-là, après son départ, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre de remerciement à la boulangerie, ma première cliente officielle. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour leur fidélité. C'était une déclaration écrite dans une langue qui m'appartenait enfin. Eux, ils utilisaient une langue pour me cacher des choses, et j'écris dans mon journal plus tard dans la soirée. J'ai utilisé le silence pour me libérer. La lune se levait par la fenêtre de l'atelier, pâle et immense, dominant l'horizon de Phoenix. J'ai éteint les lumières, verrouillé la porte et suis resté un instant immobile, baigné par la lumière de ma nouvelle vie. Ni colère, ni bruit, juste une paix qui bourdonnait comme une chanson que seul moi pouvais entendre. Quand la famille vous trahit, la vérité devient votre seul héritage. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que signifie la vérité pour vous.